toute marque aujourd'hui, et nous on le voit avec notre Wallet Tracker et notre produit, a une audience Web3 déjà. Sans le savoir. Sans le savoir. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on voit des marques de luxe, de produits qu'on n'imaginait pas en fait, haute joaillerie ou voilà, des produits à des prix qui démarrent à 10 000 euros, où en fait il y a une audience. Et quand on regarde les wallets de leur audience, c'est pas des wallets avec 150 $ de buying power. L'opportunité du Web3, c'est de voir l'utilisateur reprendre le contrôle de sa data. Et on veut être, nous, le CRM, la plateforme marketing qui va permettre cela. Et je pense que c'est extrêmement important que les marques en fait, puissent aujourd'hui se rendre compte que c'est une vraie opportunité. Salut à tous sur le podcast de Cryptos. Aujourd'hui, j'accueille Samir Adamine. Salut Samir. Salut Gary, merci. Enchanté, vraiment merci de te prêter au jeu de l'interview, très cool. Alors moi, pour la petite anecdote, je te dis en off, j'ai travaillé pour un CRM Web3, donc on va revenir en détail là-dessus. Donc toi, tu es CEO d'Absolute Labs, est-ce que tu peux expliquer déjà, pour commencer, c'est quoi Absolute Labs? Super, merci pour l'invitation. Donc oui, j'avais entendu parler de la société dans laquelle tu intervenais, on pourra en reparler. Yes, on peut donner le nom d'ailleurs, c'est Dialogue. Absolument, absolument, Dialogue, qui avait une belle solution et qui me semble a pivoté. Alors nous, on est entrepreneurs, moi je suis cofondateur, on est en fait deux, Anthony et moi, tous les deux français mais basés en Amérique du Nord. Donc moi je suis à San Francisco, Anthony au Canada, à Montréal. Il y a une dizaine d'années, on s'est déplacé là-bas parce que pour notre société, ça fait la troisième société qu'on fait ensemble, lui et d'autres d'ailleurs, on a une équipe de plusieurs personnes ça fait peut-être, ça fait 16 ans qu'on crée des sociétés marketing tech. Et notre société précédente était un acteur du mobile marketing, du mobile analytics qu'on avait créé à Paris en 2013. En 2013, c'était un peu difficile de lever des fonds, c'était une activité de software. Et donc, on avait décidé d'aller aux États-Unis faire un concours de start-up. Je trouve qu'on faisait partie des gagnants du concours, ce qui fait que ça nous a donné un peu de visibilité là-bas, à San Francisco, et dans la baie. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marc Benioff, qui est devenu notre premier investisseur, business angel, et qui m'a conseillé de venir à San Francisco. Donc Anthony, lui, a choisi Montréal. Il est diplômé de McGill, un ingénieur INSA diplômé de McGill. Et moi, j'ai choisi San Francisco parce qu'on pouvait se rapprocher de Salesforce et de l'écosystème. Et puis, une partie de l'équipe, à l'époque, Riyad, Pierre, José Carlos, sont restés à Paris. Donc, en fait, on a eu dès le départ une équipe de plusieurs personnes sur deux continents, de cofondateurs sur deux continents. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé aux États-Unis. Et puis, on a fait grandir notre société là-bas pour ensuite faire sortir en 2020 avec Anthony, et on s'est intéressé à la crypto à ce moment-là en tant qu'investisseur. On voulait un peu comprendre, tout simplement. Ouais. Donc on a créé un tout petit fonds crypto fin 2020. Et juste quand vous avez quitté donc, l'ancien projet donc en 2020, vous aviviez revendu les... En partie, voilà, et absolument. Avant le Covid, pendant le Covid C'était pendant le Covid, en fait. Okay. Mais le Covid avait été plutôt un accélérateur pour notre société précédente, parce qu'elle était dans les applications mobiles. Oui. Et donc, l'investissement dans les applications mobiles des acteurs traditionnels du retail, par exemple, était devenu très important, parce qu'ils devaient trouver des alternatives, en fait, aux ventes physiques. On avait connu un boost avec des clients incroyables, comme par exemple une société de fitness qui était devenue un client très important, ou des retailers américains tels que Saks Fifth Avenue, qui avaient double down sur leur budget avec nous. Enfin, donc on a eu beaucoup de belle accélération à ce moment-là, notamment aux États-Unis, plus aux États-Unis qu'ici en tout cas. Et voilà, donc pour nous c'était le bon moment en fait. Et voilà, donc à ce moment-là, on prend un peu de temps. On réfléchit, on regarde, on entend parler du Web3, de la crypto, mais un peu tardivement. 2020, c'était quand même déjà tard, en fait. Ouais. On investit un peu, on se dit, on va essayer de comprendre et de voir s'il y a un play pour un produit marketing tech. Parce que, voilà, et là, on découvre les wallets, les crypto-wallets. On découvre finalement que c'est un moyen extrêmement intéressant pour se connecter à des services en ligne, dans un monde qui devient post-cookies et où la privacy, l'anonymat deviennent importants pour l'utilisateur final, on est convaincu à ce moment-là que c'est une alternative. Et d'ailleurs, juste en parlant de ça, est-ce que tu peux expliquer un peu comment toi tu vois ce monde post-cookies dont tu... Nous, déjà, on a la conviction que déjà les wallets, les wallets sont encore sophistiqués aujourd'hui, même s'il y a de nombreuses solutions de wallet as a service, telles que Fireblocks, Magic et d'autres. Et on a, ou d'autres que tu as pu accueillir, j'ai vu des interviews d'IFNS, etc.
des très belles solutions qui existent aujourd'hui, qui simplifient finalement l'accès au Web3 à ces utilisateurs mainstream qu'on veut voir arriver dans la crypto. Et donc, il y a aujourd'hui 740 millions de wallets, dont à peu près une soixantaine de millions qui sont très actifs sur les NFT. Et là, on parle que du monde Ethereum. Si on parle du monde Bitcoin, on a encore un écosystème très intéressant, d'ailleurs, qu'on commence à nous pénétrer de manière intéressante avec notre plateforme. Et là, on se dit, les wallets, en fait, nous, en début 2021, à ce moment-là, bon, nos investissements se passent très bien. C'était un peu la bonne période. On avait créé un petit fonds entre nous et entre copains, et il a fait x12, x13 En 2020. en 2021, Ok, ouais. début 2021. Et là, bon, mais c'était un peu une période casino en fait, Ouais, dans bien la sûr. crypto. Et là, on passait nos journées, on passait de plus en plus de temps là-dessus. Mais là, c'est là qu'on comprend la puissance en fait des wallets et le fait que ces wallets sont, alors certains les appellent les cookies du futur. Nous, on pense que c'est beaucoup plus que ça. On pense que c'est l'utilisateur qui reprend le contrôle de sa data et qui décide ou non, voilà, de rester anonyme et privé. C'est-à-dire que je vais connecter mon wallet avec une marque de luxe, une marque financière, un jeu Web3, quel que soit en fait l'acteur, et parce que je trust en fait cette marque, et donc je veux bien partager en plus de mon wallet adresse, ce qui lui permet d'avoir un accès finalement à toute la data qu'il y a dans mon wallet, Mhm. donc toutes mes transactions, mon ownership, etc., tout mon historique. Et là, j'accepte de lui partager mon email. Déjà, c'est un effort, en fait. Voilà, mais je ne suis pas obligé, parce qu'on fait du wallet messaging, anonyme, et je veux passer à un niveau supérieur, je veux lui partager mon nom, mon prénom, mon Discord, mon Twitter, etc. Et à ce moment-là, nous, on se dit, bah, il y a une vraie alternative. Le Web3 permet de réinventer le marketing avec ce prérequis qui est post-cookies, privacy first, anonymat et privacy, c'est deux choses différentes, vont être possibles dorénavant. Et juste peut-être pour Voilà. s'attarder sur ce contexte par rapport aux cookies, on est dans un monde là où toutes les publishers donc, vont, entre guillemets, targeter les users en ligne selon certains critères. Je pense notamment après des régies type Google Ads, Mhm. Meta, etc. Et que demain, dans un monde sans cookies, ça va être beaucoup plus dur de targeter en fait, ces utilisateurs selon certains critères. Et donc en gros la question c'est bah, si je veux par exemple targeter des gens qui sont à fond dans la crypto, comment je peux le faire si j'ai pas de moyen de les targeter en fait? Oui, alors nous, on pense que les gens, alors il y a des gens qui sont à fond dans la crypto, mais il y a des gens qui ont aujourd'hui un wallet, mais aussi un email, mais aussi, etc. La plupart de ces gens-là, en fait, consomment, échangent, connectent, en fait, avec on va dire, ce qu'on va appeler des channels Web 2 Mhm. et de plus en plus des channels Web 3. Donc, ils vont au plus simple. Maintenant, tout le monde veut rentrer, enfin, un nombre important de gens veulent rentrer dans cette économie de l'ownership, en fait. Donc posséder des cryptos, posséder des NFT, posséder des tokens, et participer finalement à posséder une partie de cet Internet. Euh, euh, mais on ne voit pas en fait les choses comme, voilà, il y a des utilisateurs crypto. Pour nous, en fait, alors, Mhm. il y a les DJs, effectivement, c'est pas forcément nos audiences et nos publics. Nous, on travaille énormément avec on est convaincus en fait que ce qui va faire décoller le Web 3, c'est justement les marques Web 2 Mhm. qui vont amener leurs millions de clients, ou centaines de millions de clients mainstream, dans le Web3. Et on le voit, on a beaucoup de clients, nous, aujourd'hui, dans ces domaines-là. On en a une cinquantaine aujourd'hui, que ce soit le luxe, la fashion, le retail, euh, aussi l'automobile. Voilà. On a aussi des clients Web3, même si ça représente peut-être 20% aujourd'hui de notre clientèle, qui sont des jeux Web3, côté Animoca par exemple, ou des acteurs, des exchanges, ce type de société. Là, on va surtout travailler, nous, avec des acteurs qui ont une vraie équipe marketing et un marketing stack. Parce que sinon, c'est très difficile évidemment, de partir de zéro et de mettre en place un CRM. En fait, il faut déjà comprendre à quoi ça sert. Et évidemment, les acteurs du Web 2 traditionnels ont tous des marketing stacks complexes parfois. Mais en fait, ils savent quels sont leurs besoins. Et tout ça est intégré. Donc, voilà. Ok. Alors pour venir justement sur votre produit, parce que comment ça se matérialise un CRM Web3, sachant qu'on pourra en revenir après sur le sujet, sujet que bah, je connais bien parce que j'ai travaillé dans ce monde des CRM Mhm, Web3, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs propositions de valeur aussi, mhm. et que par exemple celle qu'on avait avec Dialog, c'est pas forcément la même que vous avez avec Absolute Labs. Est-ce que tu peux expliquer un peu aujourd'hui quelle solution vous apportez à quel type de client? Absolument. Donc nous, déjà, on fait la distinction entre... Nous, on a un CRM, alors notre produit, c'est
un CRM, on a créé aussi une data warehouse, donc on a un analytics en fait, parce qu'on s'est dit pourquoi ne pas tirer avantage de cette data qui est publique. Et on avait une belle expérience de la big data dans notre société précédente, donc on a créé un data warehouse, un analytics qui permet de segmenter, d'analyser les 740 millions de wallets, n'importe quel NFT, etc. Sur Ethereum, de nombreux L2, d'autres L1 et Bitcoin. Et en fait, on a évidemment un CRM qui permet à une marque en fait, d'avoir tous les wallets de ses clients. Et à chaque fois qu'elle va connecter un wallet, elle va récupérer toute la donnée historique on-chain de ce wallet, également en parallèle. Donc ça peut être le nombre de transactions, la valeur du wallet, l'ownership, le buying power. Donc c'est des éléments importants, ça va être le buying power, le portfolio, la value du portfolio, la typologie, les intérêts en fait de tel wallet. On va sortir là, très prochainement deux produits AI. Le premier qu'on va sortir sur Q2 ce trimestre, c'est un produit qu'on appelle Lookalike Profile, Lookalike Audience. C'est-à-dire qu'en fait, on a un modèle qui, depuis à peu près 9 mois, analyse ces 740 millions de wallets qui existent, toutes leurs transactions, et est capable, pour une collection, une marque qui a un token ou des NFT, d'analyser un peu le churn potentiel en fait, de ses utilisateurs, en analysant en fait ce qui se passe, d'analyser aussi les publics ou les audiences potentiellement qui peuvent être intéressés et qui correspondent à son audience principale. Enfin, voilà, donc, et un deuxième produit autour du Gen AI qui va arriver. On collabore avec Google Cloud là-dessus, qui nous accompagne dans le développement de ce produit, qui va arriver plutôt en fin d'année. Et donc on a toute cette data en fait, on a voulu tirer avantage de cette data. Et notre CRM, il n'est pas wallet-centric, comme peut-être était celui de Dialogue, et d'autres Web3 CRM qu'on a vus, il est wallet-first. C'est-à-dire que nous, on considère qu'en fait, on ne peut pas se focaliser sur des gens qui uniquement ont un wallet, parce que les gens ont un email, ils ont un numéro de téléphone, ils ont un Discord, un Twitter, un Farcaster, etc. Et ils veulent pouvoir, pourquoi pas, lier tout cela. Et nos clients veulent pouvoir communiquer avec eux sur ces différentes chaînes, orchestrer les campagnes. Donc en fait, on n'a pas créé un produit pour les acteurs de Web3, on a créé un produit CRM qu'on devrait peut-être même plus appeler Web3 bientôt, mais Next Generation. Notre objectif, c'est à terme d'aller concurrencer les acteurs du CRM traditionnel à partir du moment où les wallets vont devenir mainstream et où les gens vont avoir des wallets, on veut être justement prêt à ce moment-là à prendre le marché. Ok. De ce que je comprends en fait, c'est qu'aujourd'hui les wallets traditionnels étaient très concentrés, on va dire, sur l'adresse mail. Vous avez peut-être agrégé d'autres supports type Discord, Telegram et donc le wallet. Et Absolument. Le wallet, voilà, c'est une brique, mais c'est pas la brique principale en fait. Absolument. C'est first, et là, on pense que c'est celle qui permet finalement à l'utilisateur d'enfin prendre le contrôle de sa donnée et de dire voilà, je veux partager ou non, je veux rester anonyme ou non, je trust ou non cette marque. Donc ça, c'est une évolution qui va prendre un peu de temps, mais c'est un mouvement. Et c'est un peu le CRM de cette évolution en fait, qu'on a voulu créer. Donc il y a différents layers. On a des clients qui vont rester, on a des clients très très conservateurs, des acteurs blockchain, je ne sais pas si je peux en citer, mais qui ont en fait une vision du marketing qui est assez limitée. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas collecter de la data, par exemple, pour pouvoir faire du targeting. Ils croient au ethos de la blockchain. Hein. Donc les éléments fondamentaux, les fondations de la blockchain, décentralisation, anonymat, privacy, sécurité, ça c'est pour eux très important. Donc ils veulent pas. Donc ces gens-là, typiquement, ils veulent rester dans l'anonymat et dans la communication avec les wallets. Donc on a des solutions de wallet messaging, par exemple, avec des protocoles tels qu'XMTP qu'on utilise et d'autres. On a l'airdropping qui a été automatisé aussi avec notre plateforme. C'est un outil no-code fait pour des gens du marketing. En fait. Okay. Donc on a pris le temps entre le moment où on a créé cette société en fin 2021 et la création, la sortie du produit, ça nous a pris un peu plus de 13 mois. En fait, on a vraiment voulu prendre le temps de le faire bien et de le sortir à un moment où, où ça a été, on a eu, au moment où on l'a sorti, on a pu faire des pilotes avec des gens comme LVMH, comme Sandbox, comme Ledger et d'autres, un peu nos connexions françaises. Ouais. Les 3 sont devenus clients, 2 sont devenus investisseurs en fait. Et puis on a continué ensuite. Alors, on va revenir là-dessus. C'est vrai que vous avez levé, je crois, à peu près 12 millions d'euros ou de dollars. Un peu moins, ouais, un petit peu moins. Ouais, dans les 10, quelque chose comme ça. Ouais. Comment ça s'est passé? À quel moment vous avez réussi à lever cette somme? Alors, on a fait comme je le disais, on a sorti notre produit en août
une bêta hein, de notre plateforme en août 2022. Mhm. À ce moment-là, on cherchait à le tester en fait. On a croisé le VMH, on a croisé Ledger, on a croisé Sébastien Sandbox, qui a tout de suite été lui d'ailleurs très emballé par le produit, est devenu investisseur, et, voilà, il nous a connectés, a voulu l'utiliser. Et en fait, on a eu cette espèce de période de test, de pilote qu'on a voulu mettre en place pour essayer de valider notre produit, acteur Web 3, acteur Web 2. Mhm. Euh, et après cette période-là, on a vu une accélération, un intérêt très fort, notamment au sein du groupe LVMH, et une volonté d'investissement de la part de Aglaé Ventures, Mhm. ce qui nous a boosté aussi beaucoup. On a un autre acteur du luxe qu'on ne peut pas citer qui a investi. Ensuite, on a eu Sparkle, qui est lié à Sandbox Animoca. On a eu Française des Jeux, Samsung aux États-Unis, Samsung Next, qui ont aussi investi, qui trouvaient la solution intéressante, qui deviennent clients d'ailleurs, et quelques autres. Voilà. Ok. Alors c'est marrant parce que tu parlais d'un acteur du luxe qui ne veut pas révéler Ouais. son identité. Pour quelles raisons ils veulent pas Certains sont très discrets, mais c'est le secteur du luxe en même Ouais. temps. Hein, il est extrêmement codé. Ils sont extrêmement prudents sur enfin, les marques, d'une manière générale, dans le luxe. On travaillait déjà avec des acteurs du luxe dans une société précédente. Donc ça fait un moment qu'on les côtoie. Et donc elles n'associent pas leur marque facilement. On ne peut pas forcément communiquer sur leur logo ou cette référence. Hein. Voilà, c'est tout simplement pour des raisons d'image. Mhm. Associer son image à une autre marque, pour eux, est quelque chose qui est quasi impossible, en fait, ou rare, extrêmement rare. Je me rappelle d'une anecdote il y a quelques années où, dans une société précédente, j'avais fièrement comme client Cartier. Je créais des applications mobiles de Cartier et en fait, j'avais réussi à intéresser Apple. Apple avait sélectionné l'application de Cartier qui était incroyable. Il y avait de la 3D qui montrait l'intérieur d'une montre de luxe qui était assez magique, pour être l'appli de démo de tous les App Store dans le monde entier, les Apple Store, pardon, dans le monde entier, ce qui était quand même génial. Et puis, ils voulaient la mettre à la télévision, vous savez, avec les features by Apple, et Cartier avait refusé. Et ça m'avait. Et là, j'avais compris, en fait, finalement, Mhm. pourquoi ces gens-là ont raison, d'une certaine manière, de préserver, en fait, leur marque et leur branding. Complètement. Voilà. Ouais, tout est Donc réfléchi. Donc, cet acteur du luxe, dont on ne dit pas le nom, est très discret, mais aussi assez actif, ouais. et très intéressé par ces sujets. Ok. Ouais, Voilà. la question que je me posais, c'est est-ce qu'il ne veut pas révéler son identité parce que la blockchain, ça reste encore quelque chose de, pour ces marques-là, d'un avenir qui s'inscrit en pointillé, ou c'est plus sur la partie en fait nouvelle façon de traquer entre guillemets, traquer c'est pas le bon mot, mais entre Ouais. guillemets d'adresser et de targeter entre guillemets des utilisateurs. Ouais. Non, la raison, je pense, elle est plutôt liée à celle que j'ai citée, qui est ils ont des sociétés qui n'ont rien à voir avec la crypto, dans lesquelles Ouais. ils investissent, pour lesquelles ils ne communiquent pas non plus. Non, je pense que c'est juste une culture aussi de la discrétion Ouais. et de la protection de leur marque. Alors après, concernant effectivement, mais tu as raison, il y a des inquiétudes des marques aujourd'hui Mhm. sur le domaine de la crypto. Moi, j'entends de temps en temps des blagues, surtout à la période Terra Luna, la période FTX, etc. Où on La période disait, sombre. voilà, la période difficile là, qu'on a tous connue, où en fait, à chaque fois, bon, Samir, c'est super, mais tu le connais, Sam Bankman. Voilà. Bah oui, c'est Je mon sais grand que tu es à copain. San Francisco. Tu n'avais pas fait de partnership avec ces gens-là. Non, non. Enfin, voilà. Alors nous aussi, on a une approche. C'est pas notre première société. On est dans les marketing tech depuis un moment. Donc il y a quelque chose qu'on a très bien saisi dès le début, c'est qu'il fallait aussi montrer patte blanche et puis s'adapter finalement à ces groupes ou à ces grandes sociétés qui ont des contraintes de compliance, de légalité, etc. Donc nous, on a une compliance SOC 2 qu'on a mis en place il y a des mois. On est évidemment GDPR, on a une plateforme en fait d'un point de vue sécurité, scalabilité qui est testée par des auditeurs externes. Donc on a mis en place en fait toutes ces démarches-là, ce qui explique aussi le pricing premium en fait de notre produit aujourd'hui. Voilà, quand on démarre avec un groupe, une marque, on passe par leur DPO, leurs équipes privacy, leurs équipes légales, leurs équipes IT. On passe par tous ces questionnaires. On doit encore une fois montrer patte blanche. Mhm. Et alors, on peut faire des choses dans la crypto qu'on ne peut pas faire dans le marketing Web 3, qu'on ne peut pas faire dans le marketing Web 2.
ou plus difficilement. Mais c'est très facile d'utiliser notre produit pour aller spammer 700 millions de wallets avec un airdrop. Ouais. Sauf qu'on le contrôle, en fait. On ne le permet pas. Ouais. Donc il y a des clients qu'on a refusés, par exemple, avec lesquels on a préféré ne pas travailler parce qu'on connaît leurs pratiques. Et puis en même temps, nous, dans notre modèle économique, on est vraiment une société SaaS, en fait, telle que des milliers d'autres, dans le sens où il y a B2B software, dans le sens où il y a un customer success, une personne qui est d'ailleurs inclus dans le pricing à hauteur de quelques heures par mois d'accompagnement du client, et qui voit et monitore en fait tout ce qui est fait sur la plateforme. Ouais, parce que sinon le produit ne serait pas optimisé, utilisé comme il pourrait l'être. Tout à fait. Et Absolument. alors, on reviendra après, justement, je trouve ça intéressant, ces phases ce process pour onboarder un client qui a l'air vraiment assez long. Mais déjà, pour venir sur ce marché du CRM Web3, donc en gros, ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, votre cœur de cible, ce sont des entreprises Web2, pas forcément des entreprises Web3. Et est-ce que ça arrive de travailler avec des entreprises Web3 pour lesquelles, en fait, vous n'allez même pas activer la partie, on va dire, analyse on-chain, juste en fait sur des canaux plutôt classiques? Tu veux dire les canaux. Alors, il y a la partie CRM qui est le centre, qui est Ouais. la raison d'être de notre plateforme et de notre société aujourd'hui. Et d'ailleurs, Là, je vais gérer mes data clients, en ouais, fait. comme un Salesforce ou... Absolument, absolument. Un HubSpot, un Braze, etc. Et on s'intègre à ces gens-là, d'ailleurs, parce que certaines sociétés vont utiliser Salesforce comme de source of truth. Donc la data va être... voilà. Et nous, on va feeder Salesforce avec des données qui viennent de on-chain, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, tu es obligé de faire ça parce qu'en fait, le coût de migration d'une solution, par exemple, de Salesforce à Absolute Labs, il serait monstrueux. En fait, c'est non, quasiment impossible. il ferait une économie incroyable, au contraire. Ouais, mais je veux dire, mais aujourd'hui, tu as raison, en interne, c'est trop précoce. C'est trop précoce. Mais on commence à avoir des clients, Ah oui. c'est très intéressant, qui nous disent, mais attendez, on a une partie importante de notre clientèle, alors qu'ils utilisent Salesforce ou Braze ou d'autres, on a une partie importante de notre clientèle qui a un wallet. Alors, quand ce n'est pas des chiffres du type 0,2%, mais quand c'est un chiffre qui était plutôt de l'ordre de 5%, 10%, 20%, ils se posent des questions en se disant, vous avez cette démarche, en fait, cette vue complète en fait, du client dans votre CRM, avec tous ces canaux un peu next generation, donc le Web3, mais aussi Discord, Twitter, Farcaster, qu'on est en train d'ajouter là dans la plateforme, et évidemment le mobile, SMS, push notification, etc. Et aujourd'hui, ça me coûte très cher chez tel et tel acteur, et je l'utilise peu, parce que tout ça, c'est des produits à chaque fois. Alors, il y a le marketing automation en plus du CRM, et on a un outil de marketing automation qui couvre tous ces channels, et qui vient en complément. Et c'est les outils qui coûtent assez cher aujourd'hui à ces entreprises. Et donc, lorsqu'elles voient aussi qu'elles peuvent faire une économie, lorsque leur activité devient plus Web3, elles commencent à se poser des questions. On a eu un acteur, je ne peux pas donner le nom, mais qui est en français, une société, un des top 100 sociétés françaises, qui n'est pas dans le CAC 40, mais des top 100, qui s'était même posé la question à un moment de remettre en question le contrat de leur CRM majeur sur la partie marketing automation, qui leur coûtait 300-400 cas par an, là où notre produit leur faisait une économie quand même assez conséquente, quoi. Ok. Parce que sur la partie CRM, on va dire, en dehors des features Web3, entre vous et un Salesforce, c'est quoi le différentiel de prix? Est-ce qu'on est sur un X2, X3, x2, x3? Non, parce que là, alors ça dépend, il y a les B2C CRM, B2B CRM, donc nous on ne fait pas de B2B CRM, ça c'est plutôt le B2C, donc en l'occurrence sur la donnée client, on ne va pas aller les concurrencer aujourd'hui sur un acteur qui n'a pas une activité Web3 importante. On a un connecteur en fait, on va plutôt collaborer. Ok. Voilà. Et alors c'est intéressant donc, pour vraiment comprendre comment vous fonctionnez en termes de CRM, c'est-à-dire que, admettons que moi je suis dans la base utilisateur d'un produit d'une société qui utilise Absolute Labs, c'est-à-dire qu'il y a marqué Gary Beneza, potentiellement mon Twitter, mon Discord, mes potentiels wallets, et pas un, donc mais plusieurs. Comment ça se passe? Ton email, pareil, email, adresse, ton numéro de mobile, physique, si tu as accepté de le partager. Voilà. Voilà. Tout à fait. Alors, mais comment en fait vous y prenez, enfin l'entreprise s'y prend pour agréger toutes ces données et les trouver un peu à gauche à droite? Est-ce qu'il y a une partie un peu où tu vas un peu, je sais pas, scraper le web ou pas du tout? Non, elle vient du client en fait. Elle vient du client. Elle vient du client, ouais. C'est le client qui lui a. Alors on va connecter
la data du client qui va uploader ses data. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand il est capable de lier, par exemple, un email ou un Discord ou un Twitter avec un wallet. Nous, on a toute la donnée on-chain qui automatiquement vient dans le profil, Ouais. et où tu as un profil qui est extrêmement riche déjà aujourd'hui de data sur Gary. On sait que, je ne sais pas moi, le sport l'intéresse parce qu'il a des tokens ou des NFT dans ces domaines-là. On sait voilà, qu'il a un buying power, on connaît son comportement. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations en fait. Et comme aujourd'hui, on a des use cases pour Absolute Labs qui deviennent, voilà, je peux en donner quelques-uns, mais qui parlent hein, à ces marques Web 2. Alors, on a sorti il y a quelques mois une feature qui a beaucoup de succès qui s'appelle le Wallet Tracker, Ok. qui permet de répondre à une question qu'ont tous nos prospects et nos clients. Alors, il touche toujours la première question, c'était quand on va voir une marque Web 2 et un dirigeant marketing ou un exec, c'est est-ce que mes clients ont un wallet? Voilà, moi, je suis une marque de retail sport. Est-ce que Samir pouvait me dire en fait combien de mes clients ont un wallet? Donc c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que j'ai un marché en fait dans le Web 3, c'est-à-dire dans cet écosystème-là? Et donc cette feature répond à ces deux questions. Et comment cette feature permet d'y répondre justement à cette solution Tout simplement en allant détecter en fait sur leur site web, leur appli mobile, toute personne qui ont un wallet, que ce soit un MetaMask ou whatever wallet, Coinbase, ou quel que soit le type de wallet. On sait à peu près tous les traquer. Et du coup, là aussi avec un consentement de l'utilisateur, donc on va pouvoir connecter le wallet. Ok. Proposer à l'utilisateur de connecter son wallet. On va déjà savoir qu'il a un wallet. Donc on rentre dans le Google Tag Manager du site web et dans les tags de l'appli mobile. Et on est capable de leur dire, voilà, il y a tant de wallets. Après ça, on va passer à une phase suivante qui est de connecter leur wallet, leur proposer de le connecter. Donc, généralement, la marque va mettre un incentive, un POAP, un badge, leur offrir contre une connexion de leur wallet. Toute cette démarche est gérée directement par notre SDK, notre produit. On génère un pop-up, une landing page ou une landing page, enfin bref, tout ça est complètement automatisé. Et puis, quand ils ont connecté leur wallet, ils rentrent dans le CRM. Et là, on a buying power, on a portfolio value, on a tout ça. Ok. Et donc, on peut ensuite faire une extrapolation et mesurer un peu quel est potentiellement l'addressable market de telle ou telle marque. Et on a découvert des choses incroyables en mettant ce SDK dans une dizaine de sites, typiquement, ou d'applis, où une marque qui se rendait absolument pas compte qu'ils avaient 40 à 50 000 wallets dans leur audience, dans leurs millions de visiteurs mensuels qu'ils ont sur leur site et leur appli mobile. Et ces 50 000 wallets représentaient X dizaines, voire centaines de millions de buying power. Et donc là, quand ils voient ça, donc là, après, ça ouvre les use cases. Et les use cases, c'est les suivants. Souvent, ça va être, je vais créer des digital assets pour les vendre. Le deuxième, c'est, je vais ajouter du crypto-paiement sur mon e-commerce. Donc, je fais un checkout au moment de payer, puis là, je veux payer avec de la crypto. C'est déjà possible avec Shopify. Nous, on a annoncé un partnership avec Crypto.com sur le sujet. On travaille aussi avec Coinbase et Stripe, qui vient de lancer aussi il y a quelques semaines là, son produit de paiement off-ramp crypto. Et je vais... donc voilà. Alors, troisième use case qu'on voit aussi beaucoup, c'est les programmes de loyalty qui leverage en fait le Web3. Marche très bien. Voilà, il y a aussi d'autres sujets qu'on aborde beaucoup avec notre partenaire Aura, par exemple, autour des DPP en ce moment, qui enrichit aussi le CRM. Donc il y a pas mal de use cases finalement. Voilà, mais pour revenir sur celui, justement, je trouve ça intéressant. Donc je me connecte par exemple sur un site où il y a le fameux SDK qui est installé. Ouais. Et donc ça veut dire qu'en fait, même si je n'ai pas connecté mon wallet, le site est capable d'identifier le fait Absolument. que j'ai l'extension MetaMask par exemple. Absolument. Ok. Absolument. Ou une autre extension de wallet, mais en tout cas que j'ai une extension de wallet qui est installée. Absolument. Ok, ouais, donc ça, déjà, c'est une donnée qui est intéressante. Complètement. Ouais. Complètement. Et ça permet après de savoir qui est ton audience. Et d'ailleurs, d'un point de vue RGPD, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est compliant? Bien le sûr. fait d'associer des wallets à des numéros de téléphone, Twitter, etc. Oui, alors nous, on est B2B software. Hein, enfin, donc, évidemment, la dimension GDPR est gérée par le DPO en fait, de l'entreprise en question. D'ailleurs, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un DPO Donc ça, c'est le data privacy. Donc c'est tout ce qui... C'est l'équipe au sein de l'entreprise qui va finalement valider la compliance d'un produit dans le respect finalement
de l'utilisation et de l'exploitation de la data, Mhm. dans un cadre légal, en tout cas dans le territoire dans lequel opère cette entreprise. Ok, Donc voilà, donc effectivement, on se plie en fait à leurs contraintes. ok. Typiquement, des use cases du type une société américaine qui veut aujourd'hui permettre à des gens de connecter leur wallet, veut éviter, typiquement, veut savoir en fait si le wallet il est en Europe, Mhm. pour des raisons de GDPR. Ouais, Donc notre SDK est capable de détecter le pays. ok. À moins qu'il y ait un VPN qui soit utilisé dans ce cas-là. À moins qu'il y ait un VPN, mais là en Ouais, l'occurrence, ouais, là on n'y peut rien. ouais, C'est bien lui sûr. Ouais, qui se met dans cette situation-là. Donc, ouais. et là, vis-à-vis de la loi, en fait, on n'a pas de problème particulier. Mais là, en l'occurrence, on a une solution pour ça. Mhm. Ok, Typiquement, de distinguer en fait une audience en fait qui va être européenne ou autre, Mhm. ou d'un autre pays qui a une autre législation, typiquement. D'accord. Alors, d'ailleurs, juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est-à-dire que tu es capable d'évaluer le montant d'un wallet une fois qu'il a été agrégé par l'utilisateur. Donc, moi, je suis utilisateur d'un produit qui utilise Absolute Labs. Je connecte mon wallet. À ce moment-là, tu es capable d'analyser le contenu de mon wallet, donc les tokens, les NFT, etc. Et donc, bon, j'imagine qu'il y a quand même ça demande un effort pour avoir les bonnes cotations, pour pas que les prix s'envolent. Bien C'est vrai sûr. que je voyais par exemple avec Dialog, souvent tu peux avoir des NFT qui avaient des valeurs un peu déconnantes, Mm. parce qu'on est dans le monde de la crypto encore, il n'y a pas un provider qui va fournir tous les prix de toutes les blockchains. Donc il faut aller un peu à gauche à droite, trouver parfois les bons prix pour les tokens, pour les NFT. Absolument. Et est-ce que ça, vous avez décidé de le faire in-house, c'est-à-dire vous le faire vous-même ou vous passez par des prestataires pour le faire On passe par différents acteurs, en fait. Et alors, on a la donnée brute blockchain qu'on récupère, Mhm. évidemment. Mais après, bon, la volatilité, bon, on n'y peut rien. C'est-à-dire que tu peux voir, par exemple, il y a des acteurs qui vont avoir... on a un metrics dans notre dashboard, qui est le buying power, qui est très, très regardé par... on a pas mal de grands acteurs, grandes collections, par exemple, World of Women ou d'autres, Mhm. qui vont se comparer, en fait, tu vois, qui vont comparer différentes collections majeures et surveiller, et tu peux voir ce buying power de leur communauté, c'est-à-dire de leurs holders, changer du jour au lendemain de manière assez étonnante. Ok. Et en fait, notre produit euh, permet en partie d'anticiper cela, c'est-à-dire il va changer pourquoi? Parce qu'il va y avoir du churn, parce que les gens vont partir, parce qu'ils vont vendre, mais aussi parce que bon, le marché a changé, enfin, et donc on essaye aussi d'aider les marques à anticiper en fait ces changements, ou d'être prêt quand typiquement on a un metrics qui est le propensity to spend, typiquement être capable de détecter quand une partie de l'audience en fait euh, a un buying power qui a augmenté. Donc automatiquement pouvoir targeter en fait segmenter puis targeter en fait cette audience-là qui a une propensity, donc une capacité d'achat en fait en augmentation et qu'il faut évidemment cibler pour des nouveaux produits, des Ok. nouveaux assets. Et est-ce que tu as des use cases peut-être que tu peux citer en fait, de produits qui ont pas forcément, qui permettent pas d'agréger un wallet parce qu'ils n'ont pas encore de produits, on va dire, de NFT ou de digital asset en tout cas à vendre, mais qui sont quand même intéressés par l'utilisation d'Absolute Labs. Comment ça se matérialise? Enfin, quel est leur Ah besoin bah, il y finalement? a énormément de marques en fait avec lesquelles on travaille qui n'ont pas encore d'assets Ouais, digitaux, euh, mais qui agrègent de la data, qui vont plutôt utiliser la partie analytics ouais, dans un premier temps, le wallet tracker, créer en fait la démarche qu'on voit de plus en plus, c'est des marques qui viennent, qui commencent à utiliser notre plateforme pour se préparer. En fait, ce qu'il y a de pire, c'est de se retrouver dans une situation où je lance une collection et j'ai pas l'acheteur. Enfin, on a vu ça tellement de fois complètement. où voilà, et j'ai pas assez, j'ai pas une whitelist, j'ai pas fait ce travail en amont, et ensuite je veux me retourner vers de l'achat média, donc les techniques traditionnelles du Web 2, Pour écouler mes qui trucs. voilà, pour écouler. Et ça c'est dommage, alors qu'en fait, toute marque aujourd'hui, et nous on le voit avec notre wallet tracker et notre produit, a une audience Web 3 déjà. Mhm. Sans le Toute marque, savoir. sans le savoir. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on voit des marques de luxe, de produits on n'imaginait pas en fait de haute joaillerie ou voilà, des produits à des prix qui démarrent à 10 000 euros, où en fait il y a une audience. Mhm. Et quand on regarde les wallets de leur audience, bah, c'est pas des wallets avec 150 dollars de buying power. C'est plutôt un peu plus important que ça. Donc là, en fait,
toute marque a déjà une audience aujourd'hui, elle l'ignore, ou souvent l'ignore, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va utiliser notre produit, c'est-à-dire que la partie analytics et CRM, pour créer en fait, récupérer cette audience captive de clients potentiels avant de se décider à lancer. Et parfois, ils ne vont pas créer d'assets, Mhm. ou ils vont utiliser, alors on a un produit qui s'appelle le NFT Builder, qui crée des pop-up like de manière extrêmement simple. On travaille aussi avec pop-up évidemment, mais ce qui leur permet aussi de faire de l'événementiel, tester les choses, euh, faire des digital twins par exemple aussi sur des produits physiques, faire ce genre d'expérience. Gérer le claim par exemple des DPP aussi, c'est des choses importantes parce qu'il y a une législation qui fait que les entreprises doivent, les manufacturers doivent en fait créer un DPP pour leurs produits en Europe et même les étrangers lorsqu'ils vont commercialiser en Europe. Donc à partir de là, certains DPP sont faits sur la blockchain, Mhm. c'est une des solutions. Donc là, il y a de la data qui est intéressante. Et puis il faut permettre aux utilisateurs à qui on crée un wallet typiquement. Et donc là, il y a des gens comme Aura, Blockchain, Ariani, qui font un travail important là-dessus, et quelques autres que j'oublie. Et donc là, il y a de la data aussi client, hein. Ouais. Là, il y a une interaction avec un client qui est un wallet. Donc là, notre produit peut être mis en œuvre en fait pour justement créer ce claim qui est souvent en fait dans les DPP assez bas. Ok. Et je trouve ça intéressant donc cette feature là de pouvoir identifier qu'un wallet est détenu par un utilisateur sans même qu'il agrège. Ça c'est une feature que vous aviez en tête dès le départ ou c'est vraiment en discutant avec des utilisateurs, enfin avec des produits qui sont clients d'Absolute Labs que vous avez eu cette idée ou parce qu'il leur manquait cette feature pour vraiment adhérer à votre CRM. Ben, alors, pendant toute cette période où on a construit le produit et toute cette période de pilote, Mhm. euh, ce qu'on a fait, moi et une ou deux autres personnes de l'équipe, on a passé notre temps à aller interroger nos futurs clients, Ok. justement. Ceux qu'on ciblait comme étant futurs clients. Donc beaucoup de Et user on a research vu, pour ouais. voilà, on a fait pas mal on a passé quasi 10 mois à événements, discussions. On a posé à peu près les mêmes questions et essayer de comprendre quel est le frein en fait de ces gens-là et quelles sont les barrières et qu'est-ce qui pourrait débloquer cela. Et puis euh, voilà, alors nous notre produit, on est une société qui est cadencée au trimestre, comme beaucoup de sociétés SaaS software, mais tout est cadencé au trimestre, c'est-à-dire même la création produit, le développement produit en fait. De Anthony qui est mon cofondateur pilote en fait, voilà, et chaque semaine d'un trimestre en réalité est cadencée avec une tâche particulière, que ce soit au niveau des ventes, du marketing, du produit ou des finances. Et, euh, et typiquement chaque trimestre on va sortir une ou deux features importantes nouvelles. Donc on est en innovation permanente. Donc on a voilà, CRM c'est large, hein. Ouais. Ça couvre beaucoup de produits. En fait on va au-delà du CRM. On a le CRM, on a l'analytics, on a le marketing automation. Et puis là, on a rajouté des différentes features en fait autour. NFT Builder, l'outil de forme, de landing page, euh, euh, le wallet tracker évidemment, deux produits d'AI. Donc chaque trimestre, il y a des nouvelles features. Et cette feature-là, Mhm. elle faisait partie de nos idées dès le départ, Ok. mais on l'a accélérée lorsqu'on a vu en fait la défiance que pouvaient avoir certaines marques et surtout lorsqu'on a compris qu'on avait la capacité de faire remonter cette information et de capturer. Donc même les sociétés Web3 devraient en fait aujourd'hui utiliser, certaines commencent à utiliser cette feature, Ouais. parce qu'elles aussi, lorsqu'elles lancent des assets, créent des assets, elles ont besoin. On n'est plus dans ce marché 2021 où voilà, tu lançais n'importe quel asset C'est qui se clair. vendait. Le crypto winter en fait a accéléré notre business Mhm. parce que ces entreprises ont compris qu'elles devaient commencer à faire du marketing. C'était encore quelque chose je parle des boîtes Web3, c'était encore quelque chose de pas forcément évident pour elles. Complètement. C'est vrai qu'elles ont peut-être été mal habituées Ouais. en 2021. Et donc après, bon, il y a un peu le retour de bâton. Et alors, c'est intéressant. Moi, je trouve que cette feature-là, justement, c'est un peu une killing feature. Et il y avait vraiment une autre question que je me posais sur la partie plus. Donc, tu disais hein, que via Absolute Labs, agréger donc le Discord, le Twitter, Mhm. l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc. Mais c'est-à-dire que vous faites, on va dire, des campagnes cross-channel avec tous ces médias-là. Par exemple, Mhm. quand donc je sais pas, The Sandbox, tu utilises Absolute Labs, tu peux contacter un utilisateur via Telegram, via Discord. Comment ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas un côté invasif peut-être à solliciter un utilisateur via trop
de canaux et surtout des canaux qui sont un peu nouveaux, tu vois, des DM sur Twitter ou sur Discord. Alors, il a donné un consentement, évidemment. Ouais, On ne va pas contacter. Encore une fois, on ne scrape pas de data. ouais, Enfin, la seule data qu'on a, en réalité, c'est Twitter, parce que les données de gens qui. Donc, publiquement, il y a des gens qui connectent leur wallet à leur Twitter account. d'accord. Farcaster, par défaut, ils connectent leur wallet. Ouais. Farcaster, je rappelle, hein, c'est donc on peut appeler ça un réseau social décentralisé, hein, mais c'est surtout le protocole hein, qui derrière après plein d'autres. Absolument. Ouais. Absolument. Pour nous, c'est le futur remplaçant de X Twitter. Ouais. Bon, aujourd'hui, ils en sont à 400 000 utilisateurs. Hein, mais ça monte très Ouais, non. vite. On y croit beaucoup. Cette approche décentralisée du réseau social et de tous ces acteurs autour qui construisent sur le protocole, comme Warpcast, qui est leur appli mobile, qui est, voilà. Et bref. Et donc, voilà, donc c'est les gens qui choisissent, en fait. C'est l'utilisateur qui choisit, au final, de dire, je veux bien que vous... voilà, donc il y a une pression marketing commerciale, et bien entendu, qu'il faut gérer. Donc il n'y a aucune... voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas de targeting qui va être fait s'il n'y a pas eu un consentement au préalable en fait, de l'utilisateur. Et puis c'est lui qui choisit son channel. C'est-à-dire que tu ne vas pas recevoir évidemment le même message sur... on a un outil d'orchestration de campagne voilà, qui permet de mesurer aussi avec les données d'analytique le sentiment. C'est-à-dire typiquement si tu as reçu déjà un airdrop, un wallet messaging puisque tu as activé ton XMTP, plus un email, on va savoir que tu cliques plutôt sur ton email, donc inutile de t'envoyer tu vois, des messages sur ton wallet. Ok. Tu vois, donc là aussi le customer success chez nous accompagne le client d'une certaine manière dans cette approche, cette éducation de comment faire de la segmentation et du targeting. Ok. Alors, tout à l'heure, tu parlais du protocole XMTP, donc c'est intéressant, hein, c'est un protocole qui permet de faire de la messagerie wallet to wallet. Et alors, comment vous l'avez intégré? Parce que tu parlais finalement d'anonymat, du respect de l'anonymat. Peut-être qu'il y a des utilisateurs qui ne souhaitent pas partager leur Twitter, leur Discord. Absolument. Et donc là, c'est une alternative parce que effectivement, alors, un wallet, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme, donc on peut toujours quand même essayer de retracer la personne qui se cache derrière, mais bon, c'est déjà plus dans cette. Plus sécure. C'est plus sécure, on va dire. Et donc effectivement, est-ce que vous proposez déjà aux marques, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé actuellement ou c'est encore vraiment quelque chose qui est assez, qui est encore balbutiement, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui a pas forcément, les gens voient pas peut-être pas la valeur ajoutée d'une solution comme celle-ci, de pouvoir utiliser son wallet pour discuter avec d'autres wallets. Alors, ce qui est hyper intéressant avec XMTP, alors nous, on avait dans notre roadmap le wallet messaging. Il faut qu'on ait une solution de wallet messaging, quitte à la développer nous-mêmes, en fait. Okay. On avait ça dès le début, on souhaitait l'avoir, c'est comme un peu l'email ou le push notification dans le Web 3. Hein. Pour nous, c'était quelque chose de primordial. Et puis, on a vu qu'il y avait des startups. Donc, nous, on est toujours dans une démarche de coopération plutôt que compétition, en l'occurrence. S'il y a une solution qui existe sur le marché, qui est bien créée, ben, autant l'intégrer et faire un partnership avec ces gens-là. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie CRM, qui est centrale dans le marketing. C'est un peu comme Salesforce. Ils ont commencé par ça, et puis ensuite, ils ont 60 produits autour. Et de l'analytics, du marketing automation, etc. etc. Donc, c'est un peu notre démarche, sauf qu'on n'a pas les moyens de tout créer, nous-mêmes. Et puis, on a testé à peu près 5 solutions sur le marché, dont XMTP. Donc on a une équipe, Anthony et son team, qui ont regardé, testé, créé des pilotes avec eux. Donc dans cette démarche de produits au trimestre, qu'on va sortir de nouveaux produits, on l'avait mis dans la roadmap. Donc on avait eu toute cette démarche, ça a pris 4-5 mois pour tester toutes ces solutions. On a investi, on s'est mis en relation avec ces sociétés, et puis on a choisi XMTP. Et on a bien fait, parce qu'en fait, au-delà de l'équipe, du talent de l'équipe, de la qualité du protocole, et du produit, ils ont fait un très beau deal avec Coinbase, qui nous ont mis dans ce deal d'ailleurs, ce qui fait qu'on travaille avec eux et Coinbase aujourd'hui, et donc Coinbase Wallet en fait a intégré XMTP. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors au-delà de Coinbase Wallet, il y a Lance Protocol, il y a différentes... Je crois qu'il y a MetaMask aussi. Pas encore complètement. Mais c'est prévu, non Mais voilà, je ne sais pas si on peut... Mais je ne suis pas sûr... Enfin, c'est pas encore complètement intégré, on espère, mais ça veut dire, parce que si on a Coinbase plus MetaMask, on a couvert en fait l'essentiel des wallets Ethereum en tout cas. Et là, mais déjà, aujourd'hui, je crois qu'au total,
Coinbase plus les autres plateformes sur lesquelles ils sont intégrés, Unstoppable Domains, etc., ils ont pas loin de 3 millions de wallets qui ont activé cette inbox XMTP. Alors XMTP aussi a fait un travail important de protection en fait, du spam. Donc ils ont mis en place ce système un peu comme dans certains services de réseaux sociaux où tu vas avoir cette boîte intermédiaire avant de recevoir le message dans ton inbox, quoi, où tu vas approuver ou non en fait certaines parce qu'il y a beaucoup de spam et de scam évidemment Oui, bien sûr. voilà, dans le Web 3 et ils ont fait un travail pas mal là-dessus. Donc depuis le début, hein, depuis qu'on travaille avec eux, depuis qu'on l'a intégré, depuis qu'on l'a testé avec des marques, des acteurs Web 2, Web 3, ces gens-là en fait font un travail assez incroyable d'adaptation au marché et d'innovation permanente sur ce métier. Donc on a bien fait de rien développer nous-mêmes et de travailler avec un partenaire. Et on prévoit de le faire plus. On va annoncer prochainement une nouvelle société qui s'appelle Absolute Factory, qui va avoir cette démarche de créer une sorte de... Alors ça va être à la fois une marketplace avec des partenaires type XMTP et une vingtaine d'autres qui sont complémentaires au CRM et qui viennent l'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, on revend XMTP et d'autres solutions, par exemple de l'attribution analytics, de l'analytics blockchain sécurisé, du marketing automation, du wallet messaging, du Web3, des solutions de Web3 commerce, Web3 loyalty, etc. On les intègre et on les revend, en fait. C'est vraiment intéressant. On les revend et donc on a à peu près une dizaine de catégories de produits comme ça qu'on a identifiés. Avec des marques type, je sais pas, Addressable, Safari Club, genre de choses. Voilà, donc ça c'est des gens de l'attribution ou de l'acquisition. Il y a des gens dans, voilà, en fait, le marketing c'est trois choses, hein, c'est l'acquisition, la conversion, le loyalty. Donc après tu as des dizaines de solutions dans chacun de ces domaines-là, et puis tu as le CRM au centre évidemment. Et donc nous on essaye d'avoir les meilleures solutions du marché. Donc on va les lister dans cette marketplace, Absolute Factory, et puis on va créer donc je l'annonce là un peu en avant-première, mais on va annoncer en fait un fonds, un ecosystem fund d'à peu près 25 millions de dollars pour investir dans certaines de ces startups. Parce que certaines sont early stage et qu'on trouve intéressantes et qu'on aimerait accélérer, des gens qui ont des très bonnes idées et qui ont aujourd'hui, qui résout un problème important dont ont besoin nos clients. Excellent. Et ce fonds, vous le créez, enfin, vous l'avez co-créé avec un fonds de VC ou... Avec nos investisseurs existants. Ok. Certains de nos investisseurs existants, donc on va l'annoncer dans les prochaines semaines. Et c'est voilà, ce qu'on appelle un ecosystem fund dans le monde du Web 3. Et l'objectif, c'est de co-investir avec eux dans ces startups. Nous, ce n'est pas notre métier, l'investissement. Par contre, notre métier, c'est d'enrichir notre plateforme, donc de sélectionner les meilleures solutions. Donc à la fois de comprendre les produits, les go-to-market de ces gens-là, et de les intégrer à notre offre et à notre plateforme pour pouvoir vendre ensemble. Ensuite, on s'est associé avec des investisseurs dont c'est le métier, où on va investir ensemble sur certaines de ces sociétés. Ok, donc ce serait des tickets qui peuvent aller de quelle somme à quelle somme à peu près? Alors 100K à 1 million de dollars, c'est du pré-seed ou seed, et on prévoit entre 5 et 8 investissements sur les 12 premiers mois d'activité. Et donc voilà, on a un certain nombre de partenaires. C'est pour ça qu'on n'a pas encore annoncé. On a encore des discussions, certains partenaires qui veulent rejoindre l'aventure. On est assez ouvert sur les investisseurs existants qu'on a aujourd'hui et d'autres nouveaux qui veulent nous rejoindre pour nous aider à créer en fait un peu cet écosystème Web3 marketing. Si on essaie de regarder ce qui s'est passé dans le Web 2, aujourd'hui il y a un leader que Salesforce qui a ce qu'on ne sait pas, c'est que Salesforce par exemple a 5000 partenaires, plus de 5000 dans ce qu'ils appellent l'App Exchange, leur plateforme de partnership, leur store, et Salesforce a plus de 60 produits et au-delà du CRM, et ces 5000 partenaires viennent compléter en fait ces produits. Il y a à peu près 9900 acteurs du marketing tech dans le Web 2, on est à peine 200 dans le Web 3. Donc, ça donne un ordre d'idée, ouais. Voilà. Donc il y a beaucoup à faire en fait, et puis comme les clients commencent à accélérer, ils ont besoin de solutions qui correspondent un peu à ce qu'ils connaissent dans le Web 3, des solutions de loyalty, de commerce, Web 3, des solutions d'analytics, d'acquisition, d'attribution analytics, etc. Ok, excellent. C'est une excellente transition vers le prochain sujet que je voulais aborder, c'était le marché du CRM Web 3. Comme je te l'ai dit, donc moi j'ai été Head of Growth de Dialog pendant une petite année.
Et alors, Dialog, c'était différent d'Absolute Labs, parce que comme tu le disais, on était vraiment focus sur les applications Web3. Donc ça pouvait être des jeux blockchain, des protocoles de finance décentralisés, des marketplaces NFT. Mhm. L'idée, c'était de pouvoir permettre à ces marques-là, ces produits, de pouvoir tout simplement lister tous leurs utilisateurs avec leur wallet et faire l'analyse on-chain pour comprendre qui étaient leurs utilisateurs et de pouvoir en fait, Mhm. les targeter selon certains critères, un peu comme le ferait Intercom avec une petite bannière et faire la push notif, enfin, Mhm. la notif in-app. Mhm. Et bon, finalement, le marché n'a pas été trouvé parce que, bon, peut-être parce que la taille de marché déjà est trop faible, le time to market était encore trop Mhm. early. On avait réussi à signer des acteurs comme Sora, mais finalement des Sora, il y en a peut-être une dizaine sur le marché, donc c'est assez Mhm. petit. Donc, et toi, c'est quoi un peu ton ressenti sur ce marché du CRM Web3 qui se concentre trop sur l'aspect Web3 et pas sur l'aspect Web2 comme vous le faites? Moi, je pense qu'il y a un marché sur le Web3. Euh, alors, en fait, il y a plusieurs marchés. C'est-à-dire nous, on a beaucoup de demandes d'acteurs. Alors, on a un pricing qui est perçu comme étant premium Mhm. par ces gens-là. Maintenant, je pense que voilà, il y a des centaines de sociétés de CRM dans le Web 2 en réalité, au-delà de Salesforce, Bien sûr. Braze, etc. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y a des solutions un peu SMB à $100 par mois ou moins qui répondent à une certaine demande en fait. Donc je pense qu'il y a des marchés. Je suis pas voilà et là euh, je voyais un peu, je vais faire consensus là, à l'événement la semaine prochaine, et je regardais un peu le nombre de sociétés qui avaient répondu à notre invitation pour un événement qu'on fait là-bas, plus de 400, et là j'étais assez surpris de voir des sociétés, la plupart beaucoup que je ne connais pas, Ouais. et qui sont très legit dans la DeFi, et je pense qu'il y a un vrai marché en réalité là-dessus, que l'année dernière c'était peut-être un peu difficile. Ouais. Je pense que Dialogue peut-être a dû. Ça a été une année quand même assez compliquée l'année dernière, un crypto winter, beaucoup de défiance, à la fois du marché des investisseurs, des clients. Donc il fallait tenir en fait. Et les sociétés qui facturent $100 par mois ou $300 par mois leurs produits, c'est très difficile. Qui Mhm. n'ont pas de token, qui sont pas financés, c'est très très difficile. Donc je pense que ça va revenir en fait, Mhm. ça revient d'ailleurs. Il y a de nouveaux acteurs. C'est pour ça qu'on lance cet écosystème Found aussi, Ouais. parce qu'on se dit qu'il y a des équipes qui arrivent, qui vont répondre à un problème précis et qui vont pouvoir en fait trouver leur marché. Et on va pouvoir être là, essayer de les accompagner en tout cas avec notre écosystème. Et voilà, Dialogue était ou d'autres avaient démarré cette année, ce serait peut-être différent. Ouais, complètement. Alors, Mm. je suis complètement d'accord, il y a une sorte de timing. Après, si on regarde un peu les grands marchés, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire que je pense qu'il y a un marché sur la finance décentralisée, mais qu'il y en a peut-être moins sur les NFT et le gaming. Est-ce que c'est quelque chose un avis que tu partages je sais pas, sur la partie blockchain? Ouais, il y a beaucoup plus en tout cas, de revenus potentiels dans la finance centralisée. Il y a d'autres difficultés. Tu Ouais. vois, tu vends pas au même Non. profil. Voilà, c'est d'autres utilisateurs en fait Ouais. aussi. Tu vends à des DAO en général ou. Ouais, mais il y a des marchés en réalité Mhm. parce que il y a des transactions. Il y a une market cap aujourd'hui de la crypto qui a boosté ces 5 derniers mois. Et donc cet argent-là, il transite quelque part. Mhm. Il est transféré d'un endroit à un autre. Et quand il y a des transferts, ben, il y a des acteurs, donc il y a du marketing. Voilà, il y a des solutions nécessaires en fait, à la fois pour traquer, analyser, traquer, comprendre et activer aussi des campagnes en fait. Donc là, je pense qu'il y a voilà, nous, il y a beaucoup de marchés qu'on n'adresse pas en réalité. On y réfléchit, mais on ne peut pas tout faire bien. Donc, Quel marché, par exemple, auquel vous réfléchissez bah, tu parlais par exemple de la DeFi. Ouais. Typiquement, il y a des tas de sociétés qui seraient prêtes aujourd'hui, intéressées par utiliser notre produit. Mais le problème, c'est que, alors, nous, on a cette contrainte, c'est qu'on a besoin d'un interlocuteur marketing. Euh, euh, ces gens-là ont besoin d'un produit en fait self-service. Alors notre produit s'implémente très rapidement, c'est pas la question. Il Mhm. est no-code, mais il s'adresse quand même à des profils euh, product lead ou marketing lead. Lorsqu'on a des sociétés de DeFi, tu serais surpris. Il y a des sociétés de DeFi qui génèrent des montants colossaux de transactions
et qui ont zéro knowledge marketing, Mhm. en fait, qui n'ont pas de... Voilà, c'est très étonnant. Ouais. C'est très très étonnant de voir ça. Bon, alors là où ça devient intéressant, c'est quand elle recrute une personne au marketing ou au growth qui vient du monde du Web 2. Donc c'est là que ça devient intéressant Ouais, complètement. pour nous. Sinon, en fait, c'est pas évident. Et ce qui veut dire que ça ouvre potentiellement un marché à d'autres types de produits, Complètement. peut-être plus adaptés. Est-ce que vous vous êtes posé la question finalement pour ces boîtes-là de lancer votre produit en self-service? Dire bah Ouais. pire tant pis, on ne fait pas le process de d'habitude où il y a un onboarding avec un customer support dédié au projet, etc. Tant pis, bah voilà, ils se débrouillent, si c'est comme ça qu'ils veulent faire, bah tant Non, non, pas. on y Ouais, réfléchit, ok. mais on reste quand même dans une démarche où on est, où on reste quand même, enfin en tout cas, on a des objectifs précis cette année. On va pas, probablement pas le faire cette année. Si on le fait, euh, on a des idées là-dessus, on a des feedbacks sur comment, quel type de self-service on pourrait proposer, etc. Mais c'est trop tôt. Ok. Pour venir au sujet de tout à l'heure, donc tu expliquais que c'était vraiment un long chemin pour vous Mm. faire onboarder par un nouveau produit qui utilise Absolute Labs. C'est quoi un peu les différentes étapes Ah Pas non, un long non. chemin, mais je veux dire, il y a beaucoup d'interlocuteurs en fait dans une Ah oui, boîte. oui, un cycle de vente Un cycle de qui vente peut assez être long, ouais. long oui, effectivement, dans une société Web 2. Bah, c'est le cycle de vente des produits SaaS. Mhm. Que ce soit pour un Salesforce, un Braze, un HubSpot, etc. Ça reste des cycles de vente assez longs, en fait. Semaines, mois, en général. Mais nous, on a trouvé des moyens d'accélérer cela. Ok. Voilà, on a des moyens. On en a des nouveaux. On a un produit là qu'on va sortir prochainement qui va être assez intéressant. On avait réussi à faire la même chose avec notre société précédente. On avait trouvé un moyen aujourd'hui d'accélérer la commercialisation du produit par un produit marketing, en fait. Ok. Ouais, c'est un Euh, produit un peu cheval de Troie pour. Absolument. Donc voilà, on va lancer quelque chose là sur Q3 qui va nous permettre aussi d'accélérer de manière assez intéressante. Donc, on a commencé à tester ce produit et on ne peut pas trop en parler aujourd'hui, Ok. mais voilà, on invente encore une fois, on crée en permanence, en fait, on teste en permanence des idées et surtout on écoute énormément en fait les clients et leurs contraintes. Oui, on est dans un monde où, qui devient très instable. Je ne veux pas être pessimiste, mais, Hmm. mais voilà, pandémie, guerre, etc. Et donc, en fait, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte quand même dans, euh, dans le ressenti que peuvent avoir nos clients, de leur entreprise, de leur business, de leur activité, de la pérennité de leur rôle, etc. Et qu'on doit prendre en compte aussi dans l'offre, en fait, et le conseil qu'on peut leur apporter. Et là-dessus, bon, donc c'est pour ça qu'il faut être agile, effectivement. Et je pense qu'il est extrêmement important d'être capable de s'adapter, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, les priorités des entreprises, c'est quoi? C'est se rapprocher du client, générer des revenus complémentaires, nouveaux, en fait. Et je pense que l'opportunité Web3 est extrêmement intéressante pour ça. Alors, on voit aussi une défiance vis-à-vis des fiat monnaies, Mhm. des économies, de l'économie en général. Donc un transfert en fait vers la crypto. Euh, c'est un peu le gold, enfin, l'or des générations, de nos générations, on va dire. Plutôt que d'acheter de l'or, ils achètent du bitcoin, l'ethereum, la crypto. Euh, je pense qu'il y a ce phénomène en fait de cette market cap aujourd'hui qui est, alors je sais plus, je crois qu'elle est à 2,3, 2,5 en ce moment trillions, va continuer à monter. Voilà, on espère tous les ETF Ethereum prochainement. Cette fin de mois va être extrêmement importante aux États-Unis, puisque enfin en Europe il y a une législation, mais toujours pas aux US. Donc il y a toutes ces incertitudes enfin toutes ces incertitudes auxquelles répondent à la fois le régulateur, les gouvernements, etc., vont faire accélérer les choses. On avait, nous, identifié à peu près, on est convaincu que dans les 18-24 mois, il va y avoir un peu ce qu'on appelle, nous, le chat GPT moment du Web3, c'est-à-dire ce moment où il y a des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui vont aller dans la crypto, parce qu'il y a un jeu, une application, quelque chose qui a... Voilà. ChatGPT, ça a été ça, hein. Complètement. Ça a été 15-20 ans de recherche dans les AI. Et à un moment, boum,
ChatGPT sort, qui n'est en fait que le résultat de ces années de recherche, pas de cette start-up ou de cette équipe qui est derrière. Ils ont évidemment une responsabilité là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées avant. Et puis boum, voilà, ça s'est lancé. Ouais, c'est le killing use case qui attire le mass market façon exponentielle. Donc nous, on pense qu'il y a à peu près 4 à 5 éléments qui vont faire qu'on va connaître ce moment-là dans le Web3. Le premier, c'est les wallets infrastructures, c'est-à-dire la simplification en fait, de la création d'un wallet. Complètement. Ça, je trouve que c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, je pense que le wallet est à la blockchain, parce que l'adresse mail a été au Web2, et que si tu n'as pas de porte d'entrée simple, tu peux pas avoir quelque chose de tout ce qui va par-dessus. Absolument. Donc j'ai vu que tu avais interviewé beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là, par exemple. Et là, en l'occurrence, il résout ces gens-là. Ils ont fait un travail assez incroyable en essayant de résoudre un problème d'accès en fait au wallet de manière simplifiée. Donc c'est une solution que j'appelle Wallet as a Service. Donc on va avoir nous 4 partenaires qu'on va annoncer là-dessus dans notre marketplace qu'on a intégré, dont un français. Et voilà, donc là-dessus, et chacune des solutions d'ailleurs que nous on a intégrées, elle répond à des besoins particuliers. C'est ça aussi qui est très intéressant. Et donc les wallets infrastructure, la première. La deuxième, c'est les crypto-paiements. On est convaincus, nous, que les solutions, et voilà l'annonce de Stripe aussi il y a quelques semaines, Crypto et Coinbase étant déjà très avancés avec des centaines, voire des milliers de clients qui utilisent déjà leur solution de paiement off-ramp crypto. Ils ont lancé un Stripe qui arrive et qui commence à proposer ça, Shopify qui est déjà lancé. Donc le crypto-paiement, c'est pas encore complètement compris par tout le monde, mais nous, chaque fois, là, ce soir, on fait un dîner avec des acteurs du luxe chez Salesforce, justement, et on va parler de ça, comme opportunité, en fait, en termes de use case pour les retailers. Troisième élément, la régulation. Donc, comme je l'expliquais, la régulation en Europe est là, au moins elle est là. Aux États-Unis, pas encore, mais ils le font toujours après, eux, ils ont cette approche assez pragmatique de laisser l'innovation se faire. Il y a un grand fight qui se fait, et puis ensuite, on légifère. Là, on pense qu'à la fin de ce mois, les choses vont s'éclaircir. En fait. Ah ouais. Oui. En tout cas, il y a un certain nombre de sujets importants. Les ETF Ethereum, et un certain nombre de décisions qui vont être prises, en fait, qui d'après, en tout cas, ce que je lis moi, devrait nous permettre d'arriver à une conclusion à la fin de ce mois, c'est très important. D'ailleurs, juste pour donner le contexte, donc on est le mardi 22 mai quand on réalise cette interview. Hier soir, il y a 2 analystes de Bloomberg qui ont annoncé que pour eux, les chances d'avoir un ETF Ethereum dès demain, en l'occurrence, je crois, passer de 25 à 75%. Et donc voilà, le ciel s'annonce un peu plus peut-être potentiellement radieux. Alors, au moment où l'interview sera publiée, on verra ce qu'il en est sur ces Ethereum a pris ces derniers jours. Hier, ça a été ça a été incroyable. Et donc, ça, le quatrième point, c'est l'IA. On pense que le Web3 et la blockchain et l'IA, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. On pense que vraiment, il y a une complémentarité. C'est-à-dire que l'IA décentralisée a beaucoup de sens. L'IA centralisée est un vrai problème. On a vu plusieurs startups IA, d'ailleurs, aux États-Unis récemment, jeter l'éponge et se revendre à Microsoft. Tu as entendu parler de certains de ces acteurs qui ont levé des centaines de millions de dollars, mais qui finalement ne trouvent pas leur modèle. En fait, tout l'argent levé par les sociétés d'IA va dans le cloud aujourd'hui, dans l'hébergement, le hosting. Et donc, voilà, c'est une IA centralisée. Bon, je pense que ça peut représenter un problème, a priori. Et je pense que la blockchain est une solution pour ça. De l'autre côté, le blockchain a besoin aussi de l'intelligence. D'ailleurs, nous, on travaille beaucoup avec Google, notamment là-dessus. Et donc là, je pense qu'il y a l'IA va aussi permettre, est un des éléments fondamentaux de cette accélération, d'un de ces facteurs. Et puis la dernière chose, le cinquième élément, c'est la plateforme marketing. Quand je dis la plateforme, je ne parle pas que d'Absolute, mais la plateforme marketing complète, c'est-à-dire celle qui permet à n'importe quel acteur, Web 2 ou Web 3, de gérer en fait sa base client, de gérer ses données clients et ses activations clients via une plateforme. Je pense que ces 5 éléments, donc Wallet as a Service, crypto-paiement, régulation, IA, Web 3 et marketing plateforme, devraient nous permettre d'arriver à ce moment, ce ChatGPT moment du Web 3. Ok. Donc pour toi, ce serait vraiment l'alignement des planètes et pas forcément en fait un killing use case qui viendrait un peu mettre en valeur une application crypto. C'est vraiment un ensemble en fait. Bah oui, parce que alors ça sera peut-être un jeu, tu vois, c'est souvent des jeux. Ouais, mais le jeu, il va bénéficier de tous les éléments que j'ai indiqués, c'est-à-dire
une législation favorable, une plateforme marketing, Mhm. une capacité d'IA, un wallet as a service pour onboarder en fait, des utilisateurs qui n'ont pas de wallet aujourd'hui, Ouais, éliminer cette complexité, faire disparaître le mot Web3 typiquement, complètement. ou le wallet, quoi, et le mot wallet, et puis enfin le paiement, en Mhm. fait. Voilà, et donc je pense que voilà, je pense que avec ces aimants-là, on devrait arriver à. Alors, quel va être, est-ce que ça va être un jeu, est-ce que ça va être autre chose, on ne sait pas. Mais il y a des tas d'équipes, des tas de studios, des équipes très créatives qui travaillent en ce moment sur ces sujets-là. Ok. Pour venir sur ce dont tu parlais, hein, tu travailles beaucoup avec le luxe. Est-ce que toi, tu as un travail d'évangélisation de la blockchain? Parfois, on te demande un peu d'expliquer la blockchain de zéro, ou en général, tu es sur une population qui est déjà assez éduquée sur le sujet, ou tu as vraiment un travail de. Alors, allez, on va dire que 2023, 2022, ça a été un peu ça, Mhm. effectivement. Et puis, en fait, il y a les équipes innovation de tous ces acteurs du retail, luxe, fashion, automobile, etc., qui ont les équipes innovation sont montées en compétence sur le Web3. Ok. Donc voilà, et ça c'est une très bonne chose. Alors ce qui est très intéressant, c'est il y a les équipes CRM maintenant et business Mhm. qui commencent à prendre ces sujets-là. Donc on a certains clients où il n'y a pas forcément d'équipe Web3, où il y a une équipe CRM voilà, qui gère l'activation, le CRM, etc., et qui s'adresse à nous Ok. et qui veut se lancer en fait, et qui se lance. À la fois créer des assets digitaux, mettre du crypto-paiement, mais surtout qui ont besoin d'outils de CRM et de marketing Web3. Donc ce qui est très intéressant, c'est ce passage de l'innovation au CRM, Ouais. ou cette collaboration entre les deux, pour justement faire accélérer en fait le Web3. C'est-à-dire que ça restait, allez, j'ai créé ma collection NFT, j'ai 10 000 holders, je vais passer au CRM et au business où j'ai une audience d'1 million de personnes Mhm. clients potentiels, tu vois. Et là, ça change en fait la donne, quoi. Ouais, c'est intéressant. Au début, je créais par exemple des NFT juste parce que pour la hype qu'elle est autour, et maintenant, j'utilise la blockchain parce que pour ce que ça peut m'apporter pour gérer Ouais. ma base Je client pense d'une que autre façon. c'est au-delà de la hype, c'est surtout de l'expérience. C'est-à-dire que toute marque aujourd'hui Mhm. majeure, elle se doit en fait de comprendre les innovations technologiques, de les appréhender, de voir si elles créent une valeur supplémentaire pour son business. Donc c'est ce qu'elles font en fait. Mhm. Mais du coup, ces dernières années, ces 3-4 dernières années, c'est devenu incroyable. C'est-à-dire que le directeur marketing, il entend parler de Gen AI, il entend parler de Web3, de blockchain, il entend parler de 3D, il entend parler de plein de nouvelles innovations qu'il doit en fait étudier, ce qui est beaucoup. Ouais. Et ensuite, il est un peu ce tremplin vers les équipes business qui, elles, ensuite vont s'approprier, comme dans le mobile, on a connu, des sociétés mobiles avant, et des responsables mobiles, il n'y en a plus Ouais. aujourd'hui. Non, c'est clair, ouais, c'est des métiers qui sont beaucoup plus tech où ouais, on n'est plus dans les pubs dans le métro, là, on est vraiment sur la data et Absolument. la tech complètement. Alors, c'est intéressant, tu parlais tout à l'heure de LVMH, hein, qui est un de vos investisseurs, que vous avez aussi accompagné. Alors, par exemple, Louis Vuitton a créé une collection NFT pour des mallettes de luxe. Est-ce que vous les avez accompagnés sur ce projet-là, par Oui, exemple? ouais, bien Ouais. sûr, bien sûr. Bah, ils en témoignent eux-mêmes hein, sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, oui, donc c'est un projet extrêmement novateur de loyalty, en fait, Mhm. Web3, qui, là, voilà, qui d'ailleurs va être présenté cette semaine sur Vivatech, le stand LVMH. Vous Louis vous Vuitton va exposerez être également. présent. Ouais. Nous, on a un stand à Mhm. part. L'année Ok. dernière, on avait gagné un des prix Mhm. LVMH Innovation Award. Donc l'investisseur, c'est Aglaé Ventures, hein, euh, qui est, qui est une entité d'investissement. Euh, et en fait, on a effectivement accompagné Louis Vuitton et d'autres maisons. Ok. Ouais. Et comment ça se passe aujourd'hui niveau prospection? C'est-à-dire que vous allez targeter quel type de boîte? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que votre terrain de jeu, c'est un peu la planète Terre. Enfin, c'est un peu tous les produits. Comment vous arrivez à prioriser selon quels critères? Alors nous, on est une équipe go-to-market US et Europe. Mhm. On a à la fois, alors on a une cible précise de société qu'on target en fait, Web3 et Web2. Elle est partagée. Alors on a aussi maintenant une cible sur l'Asie. On a aussi cette chance d'avoir, on avait annoncé un partnership avec Google qui distribue en fait notre produit sur la marketplace. Euh, on va bientôt être distribué sur Shopify. Et on a d'autres revendeurs. On a un partnership avec, enfin une collaboration assez forte avec Publicis aussi sur le sujet.
on va annoncer des choses. Donc voilà, on a différents acteurs de ce type-là qui nous accompagnent. Et on a nos équipes de vente, évidemment, en direct, et de business development, Ok, donc, qui travaillent sur ces partnerships. ça marche. Et alors, pour revenir sur la partie business model, tu disais, hein, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de CRM Web3 qui, dans la facturation, commence à quelques centaines de dollars. Vous êtes un palier au-dessus. Comment vous fixez, enfin, Absolute Lab, ça va de quel prix à quel prix? Et surtout, ouais, parce que comme tu disais, ces cycles de vente qui sont assez longs, tu loques tes clients sur au moins un an pour être sûr qu'ils ne vont pas faire des va-et-vient, parce que c'est un produit qui demande pas mal d'engagement en termes d'intégration. Alors, comme toutes les sociétés SaaS, en fait, Ouais, aujourd'hui, il y a des trials. Les clients, évidemment, ne vont pas s'engager sur un an avant d'avoir testé le produit. Des pilotes, voilà, pour lesquels voilà, elles vont rentrer plus en détail. Et puis ensuite, elles vont rentrer dans une subscription. Effectivement, un plan de subscription. Nous, on est à plusieurs milliers de dollars par mois de tarifs, effectivement. Mais qui, parce qu'on on propose une plateforme complète. Alors le pricing, il est défini en fonction de trois choses en fait. Du nombre de wallets qu'il y a dans le CRM. Donc c'est comme un produit de CRM classique, hein, le nombre de contacts qu'il peut y avoir dans un CRM. Pour nous, c'est le nombre de wallets. Deuxièmement, le nombre d'activations mensuelles avec la marketing automation. ok. Et enfin, le customer success. Donc les heures de customer success mensuelles qui sont intégrées généralement, qui vont de 8 à 16 heures. Et puis il y a un dernier élément qui sont des options, en fait, sur des features qui ne sont pas forcément intégrées dans la plateforme principale, qui peuvent être des solutions externes de partenaires qui sont ajoutées, ou des features qu'on propose et qui ne sont pas dans la plateforme principale. Ok. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu disais, donc c'est en fonction du nombre de wallets, mais pour tous les Ouais. produits qui n'ont pas encore agrégé des wallets, bah, pour eux, limite, c'est gratuit. Enfin, pas Non, gratuit, non, mais. parce qu'il y a un prix de démarrage, en fait, quand Oui, même, ok, oui, oui. qui est relativement. Ok. Voilà. Il y a une intégration, il y a des connecteurs avec leur CRM, Mhm. Salesforce, Braze ou autre. Ok, ouais. Il y a un certain nombre de. Voilà, on a une approche, en fait. On a plutôt une approche long terme, hein. Bien sûr. Voilà, c'est pas des projets à 2 mois, en fait. Ouais. Mais t'as pas des clients opportunistes, on va dire, parce qu'ils vont lancer une connexion NFT, ils vont utiliser Absolute Labs, et dans 2 mois après, ils savent déjà d'avance qu'ils vont arrêter le produit parce que. Aujourd'hui, il y a des clients Web3 Mhm. qui sont engagés sur 12 mois, en fait. Ok. Voire, on a des clients qui vont s'engager sur 2 ans. Parce que, déjà, pour s'assurer que le tarif ne va pas évoluer. Voilà. Mais en fait, justement, alors, les sociétés qui raisonnent à 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est qu'elles n'ont pas d'assurance sur leur futur, en fait. Donc, Ouais. c'est pas vraiment le type de clientèle qu'on cible aujourd'hui. Ouais, tu disais. Mais il y a un marché là-dessus. Ouais, il y a un Mais marché là-dessus. effectivement. Mais tu disais qu'en fait, il y a plein de. Enfin, pas plein, mais en tout cas, il y a des clients que vous refusez limite parce que ça Ouais. correspond pas à ce qu'ils veulent faire, ça correspond pas à vos valeurs. En fait, ça correspond pas. Notre réponse n'est pas adaptée Hmm. à ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un vrai marché pour beaucoup de solutions, et d'où la volonté. On espère d'ailleurs trouver, pourquoi pas, un acteur dans lequel on investirait qui, lui, répond à ce marché-là, en fait. Hmm. À ces marchés-là, un peu self-service, 1 mois, je teste, voilà, pourquoi pas. Ok. Toujours sur la partie un peu analyse on-chain, tu veux dire Ouais, alors analyse on-chain, mais aussi CRM, Mhm. et aussi activation, en fait. On pourrait, on pourrait avoir des solutions, en fait, adaptées à des gens qui veulent. Voilà, on a un acteur là qui est dans l'événementiel, qui a utilisé notre produit pendant 2 mois. Mhm. Euh, C'était intéressant. Ils ne l'ont pas utilisé ensuite. C'est dommage. À mon avis, c'est plus un problème on va dire, de team marketing qu'un problème de budget. C'est-à-dire qu'en Mhm. réalité, s'ils avaient une direction marketing, on comprendrait que c'est extrêmement pertinent pour eux de récupérer de la data d'un point de vue ROI, et pas de réinventer la roue à chaque fois qu'ils font un événement l'année suivante, quoi. Ouais, Et bon, voilà. Mais ça viendra. ouais, carrément. Samir, merci beaucoup. Est-ce que tu vas ajouter un dernier petit mot pour la fin, car c'est le moment un peu carte blanche je sais pas, une réflexion que tu as sur le sujet de la data en ce moment, peut-être Alors, encore une fois, moi je crois que euh, l'opportunité du Web3, c'est de voir l'utilisateur reprendre le contrôle de sa data. Et on veut être, nous, le CRM, la plateforme marketing qui va permettre cela. Et je pense que c'est extrêmement important que les marques, en fait, puissent aujourd'hui se rendre compte que c'est une vraie opportunité euh, de voir le marketing évoluer dans ce sens-là.
Complètement. Et d'ailleurs, on n'a pas trop parlé, mais aussi, je trouve que ce qui est capital, c'est la partie interopérabilité de la donnée, en fait. Permettre justement, ça a peut-être développer les partenariats, les collaborations entre les marques, de voir que tu as tel client en fait qui est un aficionados de telle marque et telle marque, ça va pouvoir développer encore plus les collaborations. Ouais, et d'adapter les offres en fait plus adaptées, sans force, plus d'adapter les offres plus customisées à ces gens-là, sans forcément le faire dans leur dos. Ce qui était un peu le credo des acteurs des cookies et autres aujourd'hui qu'on voit. Merci beaucoup Samir. Merci à toi.